le thème de cette table ronde Affaires publiques, nouvelle opportunité pour le directeur juridique. On a une table ronde avec une diversité d'expériences et d'intervenants qui, j'espère, rendra le débat très intéressant. Je vais vous les présenter très rapidement. Je vais commencer par ma gauche. Jean-Christophe Adler, qui est celui que l'on peut désormais, mais tu nous expliqueras pourquoi, appeler lobbyiste sans craindre de froisser des susceptibilités, donc qui dirige Affaires publiques consultant qu'il a fondé il y a pas mal d'années. Ensuite, nous avons Mathieu Coulot, directeur juridique de Microsoft France. Puis, à ma droite, Martial Hould, secrétaire général de Direct Énergie, et M. Monin, président de Amgen, et moi-même, Olivier Frégé, avocat. L'idée de cette table ronde, c'est de réfléchir à comment se replace aujourd'hui le directeur juridique par rapport à ces problématiques d'affaires publiques ou de lobbying, et de voir comment se construit et comment besoin s'adapte, tant d'un point de vue du fonctionnement interne de l'entreprise que, évidemment, puisqu'on parle d'affaires publiques, d'interaction avec les tiers, comment peut structurer la capacité d'une entreprise à influencer, puisque nous sommes ici entre juristes, les normes. Et donc on a choisi 3 thèmes. Le on, d'ailleurs, j'ai un peu imposé 3 thèmes à la table ronde, et chacun s'exprimera. 3 thèmes. Le premier thème sera précisément autour des enjeux d'organisation que représente la collaboration entre direction juridique, affaires publiques, parfois le cas échéant également communication, direction de la stratégie. Comment ça s'organise et comment cette transversalité peut se mettre en place, avec les problèmes d'ailleurs de compliance que ça va de plus en plus générer, et on fera un focus très rapide sur les questions de Sapin 2, mais aussi des sujets qui me concernent, qui sont ceux de droit de la concurrence. Ensuite, un deuxième thème, donc chacun fait à peu près un quart d'heure, et a priori, j'ai fait mes petits calculs, ça devrait tenir dans l'heure qui nous a été accordée, qu'il est là plutôt l'aspect externe, c'est comment on fait travailler cette mécanique interne avec, on le sait en matière d'affaires publiques, c'est très important, les associations professionnelles, les autorités de régulation et évidemment le législateur, les 3 devenant un élément assez structurant. Et puis on terminera sur un peu les nouvelles règles du jeu que la loi Sapin a pu établir. Alors, le propos, vous voyez, est assez riche. Juste à titre d'introduction, je pense que le point qui, moi, m'apparaît dans ma pratique extrêmement structurant, c'est de voir qu'il n'y a pas de possibilité de conserver un fonctionnement en silo, et en tant qu'avocat et prestataire externe, je le perçois, pas de possibilité pour le directeur juridique qui est véritablement au cœur des problématiques d'affaires publiques, peut-être encore plus qu'il ne l'était auparavant, pour une première raison qui est que quand on travaille en affaires publiques, il peut y avoir, et du moins c'est des problématiques soit constitutionnelles, et évidemment que la QPC, mais également les portes étroites au Conseil constitutionnel ont révolutionné d'une certaine manière l'interaction des affaires publiques et du juridique, puisque pouvoir préparer l'occasion de porte étroite, ça suppose une collaboration étroite entre affaires publiques, communication et direction juridique, et le cas échéant, votre serviteur, pour essayer de faire en sorte que les argumentations ne soient pas simplement des argumentations politiques et économiques, mais qu'elles emportent la dimension constitutionnelle. Ça, c'est je dirais, la nouveauté. Et ce qui est moins neuf et pas moins structurant, c'est que, très clairement, le droit de l'Union est aussi un des leviers considérables lorsque l'on a un débord du législateur sur des terrains et la conventionnalité devient. Et là aussi, c'est évidemment, de mon point de vue, le rôle du directeur juridique d'être capable, dans sa relation avec les autres intervenants dans l'entreprise et intervenants externes, de le structurer. Ça, c'est la partie très opportunité pour répondre au thème. Et je pense qu'on pourra en rediscuter plus tard. Et puis, il y a la partie, bien évidemment, dès lors qu'on est juriste, on pense nécessairement en termes de risque. Et l'autre élément qui est pour moi devenu le plus inquiétant ces dernières années, c'est que
dans la spécialité que je sers, qui est le droit de la concurrence, incontestablement, ce que l'on appelle les pratiques de capture, d'influence, sont devenues un sujet d'interaction, de passion, j'oserais dire, pour les autorités de concurrence. Les dernières grandes affaires de droit de la concurrence, dans des secteurs régulés, mettent toutes peu ou prou en cause des pratiques d'intervention des entreprises auprès des autorités de capture du régulateur, pour prendre les expressions des économistes américains, avec un encadrement que nous n'avons pas, par exemple, que n'ont pas problèmes que n'ont pas nécessairement les États-Unis, où il y a une doctrine sur les limites de l'application de la concurrence. Aujourd'hui est en train de se construire cette doctrine. Jusqu'où une entreprise peut tenter d'influencer la réglementation et jusque dans quelle mesure cette influence sur la réglementation est de nature à engager sa responsabilité, que ce soit au regard des ententes ou soit à but dominante. Donc il y a des risques. Et ces risques sont, on en reparlera, de surcroît amplifiés demain par les traces que la loi Sapin 2 va créer à travers toute la notion de représentation d'intérêt. Voilà un peu comment on a réfléchi à cette table ronde. Et donc je vais tout de suite passer la parole sur ce premier terme des enjeux internes. Alors, je n'ai pas fait le point entre Martial d'un côté et Mathieu, l'idée étant que chacun donne un peu leur vision de comment ils organisent la transversalité en termes de formation, de compliance, le cas échéant, mais également, on va peut-être commencer par l'autre côté de l'Atlantique pour revenir du côté plus français, ou de l'IT vers les nouvelles technologies, vers l'énergie. Mathieu, à vous le... Merci Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai le désagréable avantage de vous avoir enlevé la partie féminine de la table, parce que je remplace Corinne Caillot qui s'excuse auprès de vous, et je vais tenter donc de la remplacer de la meilleure des manières. Alors côté américain, nous avons une direction juridique qui est structurée de manière très intégrative avec les affaires publiques. C'est-à-dire qu'on a Corinne qui est General Counsel et qui a deux directeurs, un directeur affaires publiques et un directeur juridique, donc qui est ma partie, et je travaille avec 6 juristes sur les problématiques vraiment purement juridiques. Sauf que nous avons effectivement d'énormes interactions avec nos lobbyistes ou nos... Alors nous on dit government affairs puisqu'on est américain et que c'est quand même le vocabulaire consacré aux États-Unis. Affaires gouvernementales si on traduit en français, ce qui veut tout dire. On a pour les juristes du coup dans l'équipe, et j'y insiste vraiment, j'ai besoin qu'ils soient curieux, qu'ils se cultivent sur leur marché, au plan économique, au plan politique, pas uniquement faire de la veille dans les revues juridiques, qui est un prérequis, à mon sens, au niveau d'expérience, puisque en tout cas dans l'équipe, on a des juristes qui sont très seniors, très expérimentés. Ça, c'est le premier point. On a ensuite, par le passé, parlé de juristes business partners, ce qui est une vision du juriste plutôt verticale, à mon sens. Aujourd'hui, dans mon équipe, on a une vision plutôt horizontale, c'est-à-dire que le juriste doit être transverse. Il doit finalement avoir un excellent réseau, un excellent relationnel. Il doit avoir des compétences en communication, en pédagogie, parce que expliquer le droit, c'est très bien. Pour expliquer autre chose que le droit, ce qui permet de faire la vision synthétique, c'est encore mieux. Et puis, il doit avoir une vision stratégique aussi. Ça, c'est le juriste stratège en matière contentieuse ou en droit, on sait tous ce que c'est. Mais en matière politique, en matière économique, en matière de soutien de position, la stratégie, c'est autre chose. C'est alors en américain, on dirait un autre mindset, très clairement. Alors, moi, j'ai remarqué aussi que le juriste doit se former à un vocabulaire très précis. Je pense que mon voisin de droite ne me démentira pas. S'adresser à un conseiller technique dans un cabinet ministériel, le vocabulaire par rapport à une négociation commerciale n'est absolument pas le même. Au contraire, on doit bannir tout terme économique, tout terme de business pur ou de jargonnage juridique dans les cabinets. Il faut au contraire porter une position, voire porter le rayonnement de la France. On commence toujours par ça, très clairement. Je pense que ça parlera à certains d'entre vous. Et on commence donc par cette méthode de l'entonnoir, par parler de la politique. Et ensuite, on peut peut-être arriver à parler des choses qui fâchent ou des choses beaucoup plus techniques, beaucoup plus juridiques. Donc, il y a vraiment un effort pour le juriste à faire en la matière. J'ai remarqué aussi, et là je parle de manière générale, pas forcément dans mon équipe, mais que les juristes ne sont pas bons en réseau. Alors la réunion d'aujourd'hui est un parfait contre-exemple, mais de manière générale, quand vous sortez de la faculté de droit, vous n'avez pas de réseau. Et moi, j'en avais pas non plus quand j'en suis sorti.
Or, c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler. Le réseau interjuriste, mais le réseau exogène également, puisque, et vous en parliez parfaitement, cher maître, les organisations professionnelles, par exemple, sont un outil indispensable aux affaires publiques, mais aussi aux juristes. Il y a des commissions juridiques dans toutes les organisations professionnelles. Et il faut absolument en faire partie pour l'anticipation. Parce que ce qui est très clair, c'est que le juriste applique, mais ça, c'était la vision ancienne, à mon sens. Maintenant, il faut anticiper. C'est là où le travail et la coordination avec les affaires publiques sont fondamentales. Nous en parlions tout à l'heure. Ce sont les affaires publiques qui amènent l'anticipation et la veille. Et le juriste peut se greffer sur ça pour être en mode proactif et pas forcément en mode réactif. Ça, c'est fondamental. Un autre point de formation, ce sont les MOOC et les formations en ligne. Moi, j'insiste auprès de mon équipe pour qu'ils aillent se former en affaires publiques ou en sciences politiques en ligne. Il y a des cours qui sont dispensés, qui sont qualifiants ou pas, mais qui sont extrêmement importants. Voilà pour quelques points que je voulais lancer. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Je partage pleinement ce qui a été dit de l'autre côté de l'Atlantique, même si deux personnes nous séparent seulement. Au-delà du titre, savoir si le directeur juridique, est-ce que les affaires publiques plutôt sont une opportunité pour le directeur juridique? Je crois que le titre n'est pas tout à fait exact. Je crois que c'est assez fondamental. C'est plus qu'une opportunité. Je crois que c'est fondamental pour un directeur juridique, aujourd'hui dans un nouveau monde, de s'intéresser à ce sujet-là, voire de se l'approprier. Pourquoi? D'abord parce que le lobbying a changé. Il y a quelques années, le lobbying, c'était essentiellement, d'ailleurs quand les Américains parlent de government affairs, aujourd'hui en France, je crois que l'expression serait impropre parce qu'on ne peut pas parler simplement de government affairs. Nous évoluons tous dans un environnement réglementaire polymorphe. Selon les marchés sur lesquels vous êtes, vous allez avoir des autorités de régulation sectorielle, une ou plusieurs en fonction de vos activités. Vous allez avoir affaire à la CNIL, j'en sais quelque chose en ce moment. Vous allez avoir affaire à l'AMF, vous allez avoir maintenant affaire à l'agence anticorruption, vous allez avoir affaire à Bruxelles, vous allez avoir affaire évidemment à l'État dans toutes ses dimensions, qu'il soit centralisé ou décentralisé, voire déconcentré quand on parle des préfets. Et on peut aussi avoir affaire à du lobbying local. Et donc, ces différentes sources, enfin ces différentes autorités auxquelles vous allez avoir affaire dans votre activité, génère différentes sources de droits de différentes natures. Vous allez avoir des délibérations de votre régulateur, peut-être des avis de ce régulateur, peut-être même des décisions avec une force normative importante. La CNIL, vous allez avoir des mises en demeure, vous allez avoir des décisions ou des délibérations, et toutes les autorités fonctionnent un peu de cette manière-là. Donc le lobbying, enfin plutôt ces sources de droits, sont sources d'une chose commune qui s'appelle le risque. Et je crois, moi, que celui qui est le garant de la maîtrise du risque dans une entreprise, c'est le directeur juridique, ou le general counsel chez nos voisins anglo-saxons. Mais la gestion et la maîtrise du risque est fondamentale. Et pour cette raison-là, parce que notre monde a changé, notre monde réglementaire a changé, le directeur juridique ne peut pas se désintéresser de cette matière-là. Et pour une autre raison également, c'est que dans un contexte comme celui-ci, la stratégie des entreprises, qui doit nécessairement tenir compte de ce contexte, c'est juridiciser. Ce qui veut dire que la direction juridique est au cœur de la stratégie de l'entreprise, si elle fait bien son boulot. Et je crois que les juristes ne peuvent plus, dorénavant, se désintéresser de ce métier des affaires publiques. Quels sont les effets? C'est qu'on a un déplacement, comme on a un déplacement de ce qui était très politique auparavant en affaires institutionnelles, ce que l'on appelait les affaires institutionnelles, vers des régulateurs beaucoup plus spécialisés, peut-être beaucoup plus techniques. Quand vous allez avoir affaire à un régulateur sectoriel, le mieux, c'est peut-être d'envoyer des ingénieurs plutôt que des lobbyistes. Ou le mieux, c'est peut-être d'envoyer des économistes plutôt que des lobbyistes. Le mieux, c'est peut-être d'envoyer des juristes plutôt que des lobbyistes. Parce que les sujets sont différents. Quand vous parlez à un régulateur, finalement, quels que soient les marchés, vous allez traiter de deux choses. De réglementation, c'est du droit, ou de contrats régulés qui vont s'imposer à vous. C'est du droit également. Pourquoi les juristes s'en désintéresseraient? Donc vous voyez, le premier effet, c'est ça. On a un déplacement des expertises. Je crois qu'aujourd'hui, les juristes sont tenus de s'intéresser parce que ce monde a changé et que je crois que ce sont les bonnes personnes pour répondre à cette gestion du risque. La multitude de normes fait augmenter le risque juridique. Il nécessite, cette multitude de normes, une coordination de l'action. Qui peut, mieux que le juriste, assurer cette coordination de l'action? Si vous avez à la fois affaire pour un même sujet à l'autorité de la concurrence qui va être sollicitée par votre régulateur sectoriel sur un projet de texte, on va demander à l'autorité de la concurrence un avis.
Donc vous allez aller voir l'autorité de la concurrence, qui va peut-être mener une concertation pour ça, ou vous consultez votre entreprise pour ça. C'est bien du lobbying. Quand vous avez votre régulateur qui monte des groupes de travail sur ce sujet-là, pour voir comment il va peut-être préparer la loi, puis ça va peut-être partir au Conseil d'État. Et puis vous allez avoir en même temps l'administration, votre administration de tutelle, qui elle-même travaille sur le même projet de texte. Vous voyez bien que la source du droit, le travail de lobbying, la manière dont vous allez lobbyer, je ne sais pas si ce terme existe encore ou pas, en tout cas la manière dont vous allez lobbyer va complètement être différente selon que vous parlez à une administration centrale ou à l'autorité de la concurrence ou à votre régulateur sectoriel. Donc là aussi, le champ des expertises bouge un peu. Et je crois que ce que le directeur juridique doit agréger totalement, c'est la complexité des stratégies qui sont issues de cette source polymorphe du droit dorénavant. Et là aussi, je crois que c'est quelque chose pour lequel je milite un peu, mais ça nécessite peut-être un peu plus d'interaction, beaucoup plus d'interaction, voire une intégration entre les fonctions juridiques et d'affaires publiques, mais pas que. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les General Counsel devront avoir dans leurs équipes des économistes, des ingénieurs, du risk management, des compliance officers. Je crois aussi que ce champ-là, les directeurs juridiques doivent l'agréger, au même titre que les affaires publiques. Parce que pour le coup, tout procédera de la maîtrise du risque juridique. Qu'est-ce qu'il y a de commun dans tous nos métiers? C'est bien la maîtrise du risque. Voilà. Donc, je pourrais encore développer, mais je vais rester là. Jean-Christophe, maîtrise du risque du point de vue externe du lobbyiste. Je te passe mon micro aussi. Bonjour à tous. Oui, alors j'ai envie de dire énormément de choses. Donc je vais essayer de résumer ça. 5 minutes. Bon, je vais essayer d'être très court. Non, la première chose, c'est sur la reconnaissance de profession. Tu as plaisanté en démarrant en disant en te demandant si on pouvait nous traiter de lobbyistes. Alors je te dis qu'en effet, tu peux parfaitement le dire et que le mot est reconnu. Et au-delà du mot même, je dirais que le lobbying en lui-même est aujourd'hui reconnu. Il est enseigné. Il n'y a pas une grande école ou une université qui n'ait pas une formation en affaires publiques. Dès lors qu'on parle de grande école ou université d'ingénieurs de commerce, de droit ou d'économie. Et maintenant, il est non seulement donc pratiqué et reconnu, mais il est encadré. Donc c'est la loi Sapin 2 dont tu as dit un mot, et ça me paraît important de s'y arrêter un instant, puisqu'effectivement, la loi Sapin 2, donc, qui a été promulguée le 8 décembre 2016, je pense, fait obligation aux représentants d'intérêt, le joli mot pour lobbyiste, fait obligation aux représentants d'intérêt de s'enregistrer et de déclarer quelle est leur activité. Donc, voilà un sujet qui relève du risque. Je glisse donc de la reconnaissance au risque, qui, à mon sens, concerne évidemment les directions juridiques, puisque, in fine, c'est bien à elles qu'il conviendra d'analyser les risques qui sont pris et les conséquences éventuellement des actions qui ont été engagées dans cette recherche de transparence et dans cette recherche de l'empreinte législative des représentants d'intérêt. Donc aujourd'hui, que doit-il se passer? Dès lors que vous êtes une personne morale ou physique qui consacre plus de la moitié de son temps, ou au moins 9 rendez-vous par an, à rencontrer des décideurs publics pour influer la décision publique, vous devez vous enregistrer auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Donc c'est évidemment quelque chose d'assez nouveau, mais vous devez non seulement vous enregistrer, vous devez également dire qui vous avez rencontré, le texte sur lequel, ou la décision que vous avez cherché à influer, en préciser le contexte, le contenu et le budget. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Alors, on a un peu résisté quand même, on a discuté, parce qu'évidemment on est très inquiet de ce risque bureaucratique qui pèse sur notre activité et sur la vôtre à tous. Mais il n'empêche que si on a pu préserver un certain nombre de choses, aujourd'hui par exemple, lorsque vous rencontrez un décideur public, vous n'allez pas l'identifier nominativement. C'est la fonction qui est retenue. Donc c'est conseiller du président de la République, c'est directeur général d'une autorité administrative indépendante, c'est membre du collège, c'est président du collège, c'est ministre, voilà. Mais vous ne dites pas qui. Vous dites si vous avez cherché à influencer une loi, un règlement ou une autre décision publique. Vous devez quand même préciser le contexte dans lequel ça s'est passé. Donc est-ce que c'est dans un club, un colloque, un salon, un rendez-vous, un échange de mails, une conversation téléphonique? Dès lors que vous avez sollicité, vous êtes tenu à la transparence. Et les documents qui auront servi de base éventuellement à ces rencontres doivent être consignés 5 ans. Donc là, je sors de mon champ de compétences, ça devient le vôtre, mais vous imaginez évidemment le genre d'action, de contentieux que ça peut ouvrir. Tu parles de l'autorité de la concurrence, mais sans doute dans d'autres domaines aussi. Il y aura évidemment un risque
avec ces nouvelles Je mesures. pense qu'il ne faut pas... Enfin, effectivement, aujourd'hui, moi, le risque principal que je vois sur ces documents qui vont se constituer, et les traces qui vont se constituer, c'est un risque de concurrence. Vous avez, à mesure... Quand on est au niveau de la loi, l'influence sur le niveau de la loi reste quelque chose qui est, ce que les Américains appellent le droit de pétition, d'une certaine manière relativement encadré. Plus vous vous approchez d'une influence sur des délibérations, comme ce que tu citais, des décisions, plus a priori on pourra s'interroger quel est l'objet en réalité de l'influence. Est-ce que c'est véritablement d'exercer son droit de citoyen, puisque le lobbyiste, en réalité, en représentant des intérêts, Article 14 de la Déclaration des droits de l'homme. Amène effectivement d'abord de l'information. Il ne faut jamais oublier que la fonction même, c'est d'apporter de l'information. D'où ce que tu disais d'ailleurs, Martial, sur l'idée d'avoir des économistes, des ingénieurs. La justification du lobbying, c'est d'amener de l'information, et sans cette information, aucune autorité, aucun législateur ne peut fonctionner. Il n'a pas la science infuse. Mais cependant, si il y a à travers cette démarche, et là le droit de la concurrence sera en première ligne, une volonté d'entraver des processus et des entrées sur le marché. On a un exemple d'une décision des concurrences qui est devant la Cour d'appel, dont je ne parlerai pas plus que je suis impliqué dedans, mais où véritablement se pose la question de savoir jusqu'à quel point on peut reprocher la simple fait d'être intervenu auprès d'une autorité pour dire des choses justes, mais qui pouvaient avoir un effet sur l'entrée sur le marché d'un concurrent. Vous avez une volonté de l'autorité de concurrence de se saisir de ces dossiers-là, de se saisir de toutes les pratiques. Maintenant qu'il va y avoir un certain nombre de registres qui permettront 5 ou 6 ans après de revoir ce qui s'est dit, ça suppose d'abord que ces registres soient peut-être revus d'ailleurs par des juristes pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans, comme on reverrait des PV, des PV d'assemblée, mais il y a une dimension de risque qui est en train de se cristalliser. Il est sûr qu'aujourd'hui la concurrence se fait autant sur les normes, autant sur le cadre du marché que le cas échéant dans le marché, et là ce risque est prégnant. Premier, on a déjà un peu mordu sur le deuxième thème. Je suis obligé de mener à tambour. Attends, on va prendre le deuxième thème. Et ça a déjà été un peu mordu à travers ce qu'a dit Martial sur les autorités de régulation. L'idée, c'est maintenant l'aspect externe. Association professionnelle, dans le paysage de l'influence de l'entreprise, il y a le rôle des associations professionnelles, il y a évidemment dans les autorités de régulation, au-delà du Parlement, au-delà du gouvernement, de l'Élysée et autres, et tout ça d'ailleurs en relation, d'où le rôle, à mon sens, absolument fondamental, je le dis sans aucune difficulté, de la coordination par un lobbyiste externe. En tout cas, c'est pas le travail. L'avocat, c'est pas véritablement sa fonction d'être capable de faire cette coordination. C'est à vous, messieurs en entreprise, et à des conseillers externes, mais nous ne sommes pas, ça n'est pas forcément ce sur quoi nous sommes le meilleur, mais en tout cas, il y a à gérer associations professionnelles, entreprises, gérer des intérêts d'ailleurs qui peuvent être différents, et puis autorités de régulation. Cet deuxième thème, je vais passer peut-être la parole à monsieur Monin, parce que précisément, dans la pharmacie que vous connaissez bien, c'est un des cas où en plus vous avez une association professionnelle qui a un rôle un peu particulier, on va dire, et l'interaction entreprise, association professionnelle et gouvernement est évidemment centrale pour toutes les entreprises pharmaceutiques. Absolument. Merci. Je pense que la vaste majorité de l'audience sait ou connaît Microsoft ou Direct Energy. Amgen, j'imagine que non. C'est un laboratoire pharmaceutique leader des biotech. Je prends toujours assez rapidement l'analogie de dire on segmente l'industrie pharmaceutique en la chimique et la biotechnologique. La chimique, c'est si je vous demande de faire une tarte aux pommes, vous savez faire une tarte aux pommes, prenez une pomme, la pâte, vous la mettez au four, c'est assez facile, ça c'est l'industrie chimique. En revanche, si je vous demande de faire une pomme, vous allez être un peu plus embêté. Il faut le génie du vivant, il faut des cellules vivantes pour fabriquer ces molécules complexes. C'est pareil pour la biotech, on programme des cellules vivantes pour faire des molécules complexes. Donc effectivement, je rejoins M. Adler en disant qu'il ne faut pas avoir peur du lobbying. Je crois que c'est une des conditions de l'efficacité de la norme. Il faut bien évidemment avoir de la transparence sur ce lobbying, dans la mesure où ça permet de légitimer ces actions de lobbying et les différencier des conflits d'intérêts. Et dans notre domaine, les conflits d'intérêts sont un sujet extrêmement prégnant. Et donc on a un objectif, nous, c'est d'enlever toute confusion qu'on peut avoir entre la relation normale de travail et le lobbying. Et c'est un vrai sujet chez nous, tant pour notre organisation professionnelle que pour les laboratoires, parce que l'industrie pharmaceutique est un secteur qui est extrêmement régulé.
il est régulé en termes de santé publique, et il est extrêmement régulé également en termes économiques. Et à partir de là, quand on commercialise, quand on développe et commercialise un médicament, on est amené à interagir avec un certain nombre d'autorités publiques, l'ANSM qui est notre régulateur, la Haute Autorité de Santé qui va juger de l'efficacité de notre médicament, et puis après, ce qu'on appelle le CEPS, qui est le Comité économique des produits de santé, avec lequel je négocie mon prix. Et donc à partir de là, la Haute Autorité de transparence de la vie publique définit effectivement la représentation d'intérêt selon 4 critères. Il dit qu'il doit y avoir un contact. Alors, ce contact, c'est bien évidemment un contact physique ou un téléphone ou un mail. Ça doit être contacter un responsable public. Ça doit être à l'initiative de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est un point bien évidemment important. Et pour influencer une décision publique. Néanmoins, on considère que, et c'est là que je fais la différence avec les relations normales de travail, qu'on est amené, et on a demandé à la haute autorité de se positionner dessus, et nous a répondu non, quand vous êtes amené à travailler, j'allais dire, avec ces différents, intervenants, dans des relations normales de travail, et dans le cours d'une instruction que vous avez avec eux, je dépose un dossier d'un médicament, je demande un prix, je suis obligé d'interagir avec ces gens-là. Et donc, à partir du moment où on dépose, toute cette partie-là n'est pas considérée comme une représentation d'intérêt et ne doit pas être déclarée. Et le côté initiative de l'entreprise est également un point important dans la mesure où, si je cite un exemple, on était auditionné il y a un mois par le Sénat, donc des sénateurs, sur un sujet particulier qui était l'accès à l'innovation précoce de nos médicaments. Eh bien, cette audition qui a été faite par des représentants dont je faisais partie des laboratoires pharmaceutiques ne doit pas être présentée comme une représentation d'intérêt, comme un acte de lobbying, dans la mesure où nous ne sommes pas à l'initiative de cette demande. C'est le Sénat qui a invité des gens à s'exprimer sur le sujet. Donc ça, ce sont des points qui sont importants de bien différencier cette relation normale de travail avec ce qui est le lobbying à part entière. Et puis il y a la notion d'organisation professionnelle sur lesquelles il peut y avoir des interactions des organisations professionnelles, dont on est représenté par le LEM, qui est notre syndicat, les entreprises du médicament, qui bien évidemment est amené aussi à négocier avec les autorités un certain nombre de points. Il négocie ce qu'on appelle l'accord cadre, qui est le cadre dans lequel on fonctionne avec les autorités. Et bien évidemment, si c'est le LEM qui négocie avec les autorités sur le sujet, ce n'est pas une action de lobbying. En revanche, si c'est un laboratoire qui va discuter de ce sujet-là, ça sera considéré comme une représentation d'intérêt, parce qu'on ne représente plus l'intégralité des laboratoires, mais on essaye de défendre un point particulier, par exemple dans cet accord cadre, qui nous donnerait un avantage ou qui irait dans le sens de l'histoire que l'on veut raconter. Donc il y a une différenciation entre relation normale et lobbyisme, et puis également entre qui le fait, entre l'organisation professionnelle et les laboratoires, parce qu'il y a une idée de représentation d'un besoin collectif. Et ce n'est pas toujours très facile à appréhender, y compris du côté des autorités, parce que nous, on se pose beaucoup de questions de savoir comment il faut le faire, mais j'ai été, pas plus tard qu'en début de semaine, avec le président du CEPS, donc le Comité économique des produits de santé, pour négocier le prix d'un médicament, et il a commencé la réunion en disant « Est-ce que vous allez déclarer cette entrevue ?» Je lui ai dit non. Non, je ne vais pas le déclarer. Aujourd'hui, on est sur une relation normale de travail. J'ai un dossier en cours, en instruction avec vous. Je viens discuter parce qu'il avait fait une erreur de calcul. Donc, je suis venu lui montrer qu'il avait fait une erreur de calcul. ça arrive relativement souvent. Mais, je veux dire, l'interrogation, elle est bilatérale. Elle n'est pas que de notre côté. Merci Martial. Dans un domaine un peu assez différent, puisque c'est l'énergie, mais tu as une expérience aussi de cette interaction avec les autorités de régulation et les associations professionnelles qui est assez riche, je dirais. Oui, alors les associations professionnelles, je vais passer très vite dessus, parce que c'est une association de fournisseurs nouveaux entrants et qui a une image assez forte en termes de contentieux dans nos métiers de l'énergie, plus qu'en lobbying, même si elle en fait beaucoup. Mais parce que cette association-là porte des combats qui concernent tous les acteurs nouveaux entrants dans le monde de l'énergie en France, c'est-à-dire le combat pour notre espace économique. Nous sommes des nains politiques
face à des monstres politiques qui sont nos deux gros concurrents qui s'appellent EDF et Engie. Et aujourd'hui, on a un nouvel acteur qui arrive dans la danse qui s'appelle Total. Alors, quand vous appelez Direct Energy, vous êtes un petit bateau. Là, on a une association de petits bateaux dont fait partie une société qui vient d'être achetée par Total. Évidemment que votre poids politique est un peu différent et vous êtes un peu condamné à faire du droit. La transition était facile. Enfin, je voulais l'aborder comme ça parce que pour gérer le lobbying avec un régulateur, ça dépend en fait fondamentalement de votre taille économique. Quand vous êtes EDF ou Engie, le lobbying se fait beaucoup plus facilement. Je prends cet exemple-là. Monsieur Pouyanné, à une table ronde, parlait à mon PDG et lui disait « Moi, j'ai pas besoin de faire du contentieux et d'attaquer les tarifs réglementés de l'électricité. » Évidemment, Monsieur Pouyanné, il a le portable d'Emmanuel Macron, nous, non. Voilà, c'est plus facile. Donc le lobbying se fait plus simplement. Mais c'est vrai qu'au-delà de la joke, le poids économique et politique qu'un opérateur peut avoir influe nécessairement sur la manière dont il va gérer le lobbying avec son régulateur sectoriel. Pourquoi je dis ça? C'est que quand vous êtes un nain politique, vous êtes condamné à faire du droit, ou plutôt à utiliser le droit comme un effet de levier dans votre relation avec le régulateur. Je vous le disais tout à l'heure, le régulateur, finalement, il va traiter... il y a deux enjeux fondamentaux pour un régulateur, c'est faire de la norme réglementaire, c'est du droit, et éventuellement valider des contrats régulés entre des opérateurs monopoles et les nouveaux entrants, par exemple. Et le rôle du régulateur, c'est de vérifier qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée dans ces contrats. Donc évidemment que le lobbying, la manière dont ces contrats vont être validés en concertation sous l'égide du régulateur, le lobbying que vous allez faire, il est imprégné de droits, de concepts juridiques, même si évidemment, et vous le savez tous, vous faites tous du contrat dans vos métiers tous les jours. Le contrat, ce n'est pas que du droit, mais il y a du droit partout dans le contrat. Il n'y a pas de clauses qui sont des clauses juridiques, puis des clauses qui ne seraient pas juridiques. Le contrat, c'est un tout. Il y a des éléments financiers, des enjeux opérationnels, des enjeux techniques, mais un contrat, c'est la formalisation de tout ça et l'intégralité du contrat et du droit, y compris quand ça concerne un contrat régulé. Donc c'est vrai que dès lors que vous êtes petit, ou votre entreprise est petite plutôt, le droit va être un effet de levier fondamental pour vous. C'est la manière dont vous allez peut-être expliquer au régulateur que si la décision qu'il prend n'est pas la bonne, vous n'aurez pas d'autre choix que d'aller faire sanctionner cette décision, peut-être devant le Conseil d'État. Vous n'aurez peut-être pas d'autre choix que de saisir l'autorité de la concurrence si vous constatez que les contrats régulés qui sont validés créent ou génèrent des barrières à l'entrée qui vous empêchent de vous développer. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, la manière dont vous allez travailler, même si ce lobbying-là est technique, financier, économique, et qu'il y a des ingénieurs qui vont intervenir, des économistes qui vont intervenir, vous vous apercevez tout de même que la coordination de cette action-là par des juristes est fondamentale, pour des raisons très simples. Vous allez avoir des consultations lancées publiques par le régulateur qui va valider ou écrire cette réponse à consultation. Ce sont les juristes au final qui auront la main sur ce document-là pour une raison très simple, c'est que la réponse à cette consultation, Olivier le disait, vous engage. Et la maîtrise du risque contenu dans cette réponse à consultation engagera l'entreprise. Il appartient bien aux juristes de se responsabiliser. Les éléments de langage ou les position papers que vous allez laisser sur le bureau du directeur général du régulateur ou du président du régulateur ou d'un membre du collège de ce régulateur quand vous allez les voir, sont évidemment validés par des juristes et c'est même une nécessité. On parlait d'opportunité tout à l'heure, encore une fois, j'insiste, je pense que c'est fondamental que les directions juridiques s'intéressent à ces sujets-là. La vraie difficulté, au-delà de la spécialité de lobbying que cela peut générer sur un régulateur sectoriel, parce que là on sort vraiment de ce que l'on peut trouver en termes de lobbying comme profil de lobbyistes, qui sont souvent issus de très belles écoles, mais avec des diplômes d'affaires institutionnelles ou d'affaires publiques. Pour le coup, le lobbying, même s'il est peut-être moins méthodique, je crois que les juristes ou les gens qui s'intéressent à ça doivent mieux comprendre, et c'est le pas qu'ils doivent faire, le process de décision. On n'en a pas encore parlé, mais je crois que la maîtrise du process de décision, d'une décision réglementaire par un régulateur sectoriel est fondamentale. La maîtrise du calendrier de cette décision. Trop souvent, je crois que c'est Mathieu qui parlait tout à l'heure d'anticipation. Oui, ça reste, y compris pour un régulateur, dans le cadre d'un lobbying vers un régulateur sectoriel, l'anticipation et la maîtrise du calendrier est un enjeu. Et là aussi, je crois que je prêche un peu pour ma paroisse, mais les ingénieurs ont une très belle façon de raisonner. Les économistes ont une très très belle façon de raisonner.
je crois que les juristes ont une bien meilleure façon de raisonner et d'engranger et d'agréger toutes ces différentes expertises pour permettre un peu plus d'efficacité. Et encore une fois, j'ai été très objectif, j'ai dit que je prêchais pour ma paroisse. Je ne sais pas s'il y a besoin d'une défense ou d'une illustration vue de... On ne peut pas dire vue de Sirius, ça ferait bizarre. Hein. Alors, très brièvement, je voudrais effectivement dire en quoi, enfin peut-être définitivement, même on est de mon point de vue parfaitement complémentaires. D'abord, dès je dirais la conception de nos actions, à un moment, moi je me suis évidemment posé la question en tant que professionnel. Finalement, je n'ai pas choisi d'être avocat, je suis lobbyiste, comment je me positionne par rapport à eux. Et l'une des manières de distinguer nos actions était de se dire que si l'avocat intervenait en aval de la réglementation dans des fonctions contentieuses, ben nous, notre but, c'était en amont d'éviter qu'il y ait ces contentieux par la prise en compte des intérêts de nos clients dans la rédaction des normes. Mais avec qui, sinon des juristes d'entreprise ou des avocats, aurait-on pu travailler à la rédaction de ces normes? Donc, je dirais que pour nous, c'est dans notre ADN, évidemment, de travailler en permanence avec les juristes. Enfin, la complémentarité, elle est évidente. Autre exemple, quand on va rencontrer, alors je ne vais pas prendre un régulateur, je vais prendre quelqu'un d'un plus politique dans un cabinet ministériel. Alors, les gens vont dire, bon, bah, économiquement, ok, on a compris, c'est convaincant. Techniquement, c'est parfaitement carré, le truc, c'est très bien. Donc, on trouve là nos ingénieurs et nos économistes. Sauf que voilà, nous, on fait quand même du droit, donc il faut le rédiger juridiquement. Donc, là, à nouveau, évidemment, on se tourne vers nos partenaires que sont les directions juridiques ou les avocats. Et in fine, ce que nous disent surtout les cabinets, c'est peut-être plus notre valeur ajoutée, c'est que nous, alors économiquement c'est bien, techniquement c'est convaincant, juridiquement c'est bien rédigé, c'est balisé, sauf que nous voilà, on fait de la politique. Donc créer donc un environnement favorable, démontrer qu'il y a une attente pour les solutions que vous proposez, et puis on pourra regarder. Voilà, c'est ça le chemin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à tout moment, le travail et la complémentarité avec les juristes, elle s'impose. Ça fait partie de nos univers de référence. C'est le droit, c'est l'économie, c'est la politique. Voilà, c'est ça nos trois univers de référence. Donc évidemment, le droit fait partie de notre quotidien. Merci. Je voudrais rebondir sur ce propos, parce qu'en fait, je vois notre coopération entre les affaires publiques et juridiques de la manière suivante. C'est-à-dire, j'ai l'impression que mes lobbyistes, moi, m'amènent un bouquet de fleurs, et ça va être à moi d'enlever les fleurs qui ne sont pas vraiment en accord avec le bouquet en lui-même. Donc finalement, ils amènent quelque chose, à nous de couper les branches, à nous de couper ce qui ne va pas. Et ça revient à une question philosophique d'élaboration de la norme, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une complexification de la norme et l'apport de la politique dans la norme, ça va être aussi aux juristes d'essayer de ramener cette norme à des proportions à peu près normales. On peut prendre la loi informatique et liberté, qui est une loi écrite en 1978 extrêmement courte et qui fonctionne toujours. Alors évidemment, elle a été remise au goût du jour, mais elle fonctionne. Et on a tendance maintenant à avoir des réglementations extrêmement complexes, extrêmement touffues. Et c'est ce terme-là que je retiens, c'est touffu. Et à nous de couper aussi les branches qui sont superflues. Et je crois que l'intérêt du juriste, justement, dans la collaboration avec les affaires publiques, c'est aussi d'établir un rapport de force. C'est-à-dire qu'à un moment, la loi, c'est la loi. C'est-à-dire qu'on atteint toujours un certain nombre de limites en lobbying, en influence, aux choses qu'on peut dire à un certain nombre de décideurs publics. Et moi, si je me réfère au dernier dossier que j'ai eu à traiter, le fait que le dossier ait été traité de façon favorable ou défavorable, peu importe, a toujours été relié à un recours juridique, ou en disant, en remettant la norme finalement au centre du débat. Et donc je crois que c'est ces deux entités qui doivent travailler de façon extrêmement coordonnée. Merci pour cette transition. On passera ensuite au troisième thème qui est sur les nouvelles règles du jeu qu'on a déjà un peu défloré. Mais je pense que c'est le point effectivement important que vous avez aussi ressortir, Martial. C'est que le droit a aussi cette fonction, évidemment, d'être une arme. Et c'est là où il y a ce besoin d'un dialogue extrêmement étroit, subtil, entre le juriste, qui peut être celui, effectivement, qui porte une dimension agressive, disons, je veux dire, contestée. Oui, on l'a souvent fait, d'ailleurs. Bon, et je l'assume assez bien, en tout cas en tant qu'avocat, ce qui n'est pas forcément aussi simple dans vos schémas internes. Mais en tant qu'avocat, moi, je suis là, le cas échéant, pour être coupant. Je veux dire, ça passe pas, et de construire une stratégie pour casser
une norme parce qu'elle est obsolète, parce qu'elle est contraire à la Constitution, parce qu'elle est contraire au droit de l'Union, ce qui est évidemment le levier le plus important. Et ça n'est possible, cela, que si le travail en amont a été fait de façon à rendre, l'image du bouquet de fleurs est très intéressante, à rendre compatible avec une éventualité d'une action ou d'un recours. Si ça n'a pas été pensé depuis le début et qu'on dit à quelqu'un, maintenant prenez le dossier et allez-y, renversez la table, si on a passé son temps à passer des messages mi-figue, mi-raisin en disant qu'on était prêt à prendre la table et le repas tel qu'il est, eh bien, assez naturellement, la force de conviction qu'on aura devant une cour pour dire cette norme n'est plus la bonne, elle est obsolète, elle doit disparaître, il faut nettoyer le registre de ces vieilleries, ce qui est souvent un débat lorsqu'on est nouveaux entrants, ou au contraire empêcher l'élaboration de normes proliférantes, je pense beaucoup à la CNIL en effet, ou au RGPD. Si les positions n'ont pas été alignées avant, s'il n'y a pas eu ce dialogue, parfois d'ailleurs qui est un dialogue avec chacun, avec des positions et des points de vue différents, s'il n'y a pas ce dialogue, il n'y a pas de possibilité pour ensuite faire du droit. Le droit, il suppose qu'à un moment donné, il y a une cohérence du début jusqu'à la fin. Toute rupture de cohérence fait qu'un recours, qui est toujours compliqué, a peu de chances de passer. Et c'est effectivement l'objet un peu de cet tableau d'insister pour bien montrer qu'effectivement, il doit y avoir une continuité dans laquelle on ne fait que parler de droit. In fine, l'influence, le résultat, ce sera du droit. Donc c'est ce travail en commun. Alors, c'est devenu tellement important, je passe ainsi à notre troisième thème pour rester dans le... On m'a dit que c'était 1 heure, donc j'ai dit que je mettrais ça 11h40, c'est exactement ce qui avait été prévu. Donc nous sommes dans les temps, il y aura même des questions, un peu de temps pour les questions. Qui est un peu le troisième... on sent bien qu'effectivement on est dans une phase dans laquelle le pays est en réforme, je dirais. Il y a à la fois ce qu'on a évoqué avec la gestion des représentants d'intérêt, la reconnaissance. Ces termes de représentant d'intérêt est un beau terme. Effectivement, c'est admettre ce qui est difficile de faire comprendre dans ce pays, qu'il n'y a pas de possibilité de faire de la bonne norme sans des gens qui viennent apporter des informations, même si elles sont orientées par rapport à leurs intérêts. Et que c'est à la puissance publique de trier le cas échéant. Mais que ce n'est pas en coupant la source d'information des pouvoirs publics qu'on aura un meilleur fonctionnement. Donc on a cette loi qui régit la représentation d'intérêt. On a évidemment avec la Macronie, et je passerai à ce moment-là la parole à Jean-Christophe pour un peu nous donner son ressenti, un moment historique dans lequel il y a une refonte complète de l'environnement sur plein de plans, pas seulement sur le rail, mais sur plein de sujets. Et peut-être de refaire un tour de table avec vous quatre, Jean-Christophe donnant un peu des clés de ce qu'il voit dans ces évolutions, et puis les différents intervenants venant peut-être donner un peu comment eux ils voient dans ce nouveau contexte politique, est-ce que ça affecte ou pas en réalité leur vision du lobbying et du lobbying juridique. Mais je laisse la parole à toi, Christophe, pour nous donner un peu ta vision sur ce changement important. Oui, alors le lobbying en Macronie, est-ce que c'est différent Bon, la première chose, c'est quand il y a eu l'élection d'Emmanuel Macron et ensuite des parlementaires, tout le monde venait nous voir en disant « Mais alors, donc, ça doit être très difficile pour vous, il faut renouveler votre réseau parce qu'il n'y a que des nouveaux parlementaires. » Bon, soit, c'était vrai, mais c'était un renouvellement qui en vérité était essentiellement à base d'actifs, de gens actifs, engagés dans la société. Et très sincèrement, ça serait vraiment très immodeste de penser que parler avec Cédric Villani ou Bruno Bonnel, c'est infamant, quoi, et qu'on a face à nous des gens qui ne comprennent pas. Donc on a évidemment des gens qui comprennent très bien, qui ont appris vite. En plus, le Parlement, c'est quand même quelque chose de cadré. Et puis, je ne vais pas vous livrer un scoop, mais sous la Ve République, le Parlement, c'est une étape importante, mais c'est quand même l'aboutissement du travail qui a été fait en amont et décidé en amont. Et là, c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que donc il y a un renouvellement au Parlement, il y a évidemment un renouvellement au plus haut niveau de l'État, quoique je ne vous apprends pas qu'Emmanuel Macron a exercé des hautes responsabilités sous le quinquennat précédent, mais pas seulement lui. En fait, ce qui est très étonnant, c'est que les équipes qui dirigent le pays, c'est-à-dire le président de la République, bien sûr, le secrétaire général de l'Élysée, les directeurs de cabinet des principaux ministres, ont tous servi avant. Et en fait, depuis le gouvernement Raffarin.
le directeur de cabinet du Premier ministre, aujourd'hui, il était conseiller technique de Jean-Pierre Raffarin. Sa chef de cabinet, il était déjà là, il était déjà chef de cabinet. Le directeur de cabinet de Bruno Le Maire était directeur de cabinet de Christine Lagarde et conseiller économique de Sarkozy. Emmanuel Macron était lui-même secrétaire général adjoint de l'Élysée, il était ministre de l'économie. Enfin voilà, il y a une continuité dans les hommes, c'est un élément intéressant à prendre en compte quand même. D'autant que la plupart d'entre eux se sont connus aussi à une autre époque, quand ils faisaient leurs études à Sciences Po, et beaucoup d'entre eux étaient des militants rocardiens. Voilà. Donc voilà, c'est intéressant de décrypter ça, parce qu'évidemment, ça dit des choses, et ça dit des choses sur leur engagement, et sur leur engagement dans la réforme, et dans la réforme de l'État en particulier. Et c'est vrai que cette réforme, ça c'est quelque chose d'assez nouveau, ça bouscule tout, et que là on a effectivement un nouveau paradigme qu'il faut compléter par quelque chose aussi, qui est l'attitude d'Emmanuel Macron pour mener cette réforme vis-à-vis des corps intermédiaires. C'est peu dire que par conviction et peut-être par expérience aussi, il a vécu ça dans le quinquennat précédent, il sait aussi le rôle bloquant que peuvent avoir les corps intermédiaires. Donc il n'a pas une grande passion pour les corps intermédiaires. Ça, il est bien aussi un libéral, ce qu'il est, puisqu'il assume de le dire, et il s'inscrit dans la tradition de 89, de la loi Le Chapelier, enfin voilà, oui, bien sûr, et de Bonaparte, lequel voilà. Donc tout ça, c'est assez cohérent idéologiquement, et ça fait partie des changements. Maintenant, très rapidement, je veux dire, tout a changé, mais rien n'a changé non plus. C'est-à-dire qu'il est toujours important, quand on fait du lobbying, d'être actif, c'est-à-dire que la nature horreur du vide, si vous n'y êtes pas, les autres le sont. C'est important d'être constructif, d'apporter des solutions. Il vaut mieux qu'elle soit dans le périmètre de la réforme qui est envisagée, parce que là, il y a aussi une grande fermeté de la part des équipes en place aujourd'hui. Il y en a qui s'y sont cassés les dents, y compris des partenaires sociaux extrêmement puissants, reconnus, installés et incontestables. Et sur des dossiers que j'ai connus de réforme de la protection sociale, au syndicat, il était dit, bah, écoutez, non, parce que le blocage ne nous va pas, vos propositions ne nous vont pas, donc revenez. Sinon, vous ne rentrerez pas dans le jeu de la discussion. Donc il y a une forme tout ça, on le lit, on le dit, hein, de verticalité, d'exercice fort de l'autorité de la part du président et de son Premier ministre, qui assument le portage politique des projets quand leurs ministres négocient et font un peu de communication. Mais le portage politique, la décision, c'est clairement Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, l'équation qu'on nous demande le plus souvent de résoudre, et en ça n'a pas beaucoup changé, c'est évidemment de conjuguer le court terme. Donc c'est les fameux quick wins dont sont friands les ministres et leur cabinet ministériel, c'est-à-dire avoir des résultats dans la presse. Ensuite, il nous faut conjuguer le court terme avec le moyen terme. On veut des premiers résultats, et l'échéance qui est fixée, c'est 2020, parce qu'il va falloir préparer la réélection. Et il faut, à long terme étant la fin du quinquennat, un bilan pour préparer le coup d'après. Donc ça, ce sont des choses qui n'ont pas changé, sinon que les réformes sont effectivement menées. Ça, on le constate, en tout cas à date. Côté Microsoft, on a vu un changement, on voit et dans la relation, y compris d'ailleurs avec vos conseillers externes et autres, vous avez vu de manière interne un changement de paradigme, quelque chose de nouveau en matière de governmental affairs, ou finalement plus proche peut-être de l'expérience américaine ou bruxelloise. Alors c'est une excellente question. Effectivement, ce qu'on a vu changer principalement, c'est l'appétence au monde de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a clairement des gens qui ont soit déjà travaillé en entreprise, soit qui ont une connaissance d'un secteur, d'un marché relativement précise. Donc il est évident que c'est plus facile de leur parler, de les approcher, de leur parler de nos sujets. Après, ce que dit Jean-Christophe Adler est intéressant, parce qu'il faut que tout change pour que rien ne change. C'est un peu ce que je retiens de cela. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu beaucoup de changements, mais finalement dans une continuité. Là, je vous rejoins entièrement. Pourquoi ? Parce que de toute manière, les grandes lignes du pays sont les mêmes. Ce n'est pas parce qu'on a changé le jour J de gouvernement, de président, que les priorités changent. L'Union européenne est toujours là, à ma connaissance, et il faut toujours qu'on fasse avec le couple franco-allemand, par exemple. Donc sur les sujets, on n'est pas dans des changements révolutionnaires et radicaux. On a, nous, beaucoup travaillé avec Cédric Villani, effectivement, sur l'intelligence artificielle, par exemple. Et ce sont des travaux qui se sont déroulés de la même manière que ce qu'on aurait pu faire sous le gouvernement précédent, puisque François Hollande, sur la fin de son quinquennat, avait lancé une mission qui s'appelait France IA, France Intelligence Artificielle, qui avait lancé finalement ce qui a été ensuite repris
sous le gouvernement Macron, mais rebattu par Cédric Villani. Donc vous voyez une certaine continuité dans les enjeux, lorsque les enjeux, de toute manière, doivent être nécessairement menés à terme. Là-dessus, pas de nouveau. Et sur votre deuxième question, sur la manière de coopérer, de travailler avec des cabinets externes, alors c'est plus un retour d'expérience, un témoignage que je peux faire, c'est qu'on est une organisation, nous, assez mature en matière d'affaires publiques. Microsoft France a été créé à la fin des années 70, donc avec des affaires publiques créées dans les années 80. Donc vous voyez que ça fait 30 ans. On est quand même extrêmement mature et on travaille plutôt avec des cabinets en veille législative et réglementaire. Ils nous aident, ils nous supportent, ils nous alertent quand il y a quelque chose qu'on n'aurait pas forcément vu passer. Mais c'est vraiment le département affaires publiques qui est à la manœuvre, qui est aux manettes sur les sujets. On ne veut surtout pas que les cabinets, en plus, se transforment en organes de communication pour Microsoft. Ça, c'est vraiment une ligne directrice de l'entreprise qui, à mon avis, est extrêmement saine. Parce que, de toute manière, et si on revient sur les organisations professionnelles, ce ne sont pas les lobbyistes en général qui sont admis à aller siéger dans les orgas pro, comme on dit. Et donc, on veut quand même rester en maîtrise des organisations dans lesquelles nous sommes, et ce qui nous amène à diriger plutôt nos demandes sur vraiment de la veille et de l'alerte du mode réactif. Le mot transparence aussi a été prononcé tout à l'heure, c'est fondamental. En tant qu'entreprise américaine, je pense qu'on a une responsabilité encore accrue par rapport aux entreprises européennes d'être transparent en la matière, puisqu'il y a une sorte de machine à fantasmes. On voit régulièrement des chiffres de lobbying de nos concurrents, Google, Amazon par exemple, dans la presse, qui sont des chiffres qui sont extrêmement élevés en matière de lobbying. Vous voyez votre serviteur ici ce matin, c'est moi qui vais parfois dans les cabinets expliquer la position de l'entreprise. Donc rien à voir avec un budget de plusieurs milliards de dollars qui va à Bruxelles et qui paye je ne sais quel restaurant étoilé pour obtenir une faveur dans la rédaction d'une norme. Voilà, donc là-dessus je tiens à être extrêmement clair. La transparence nous va très bien et on s'accommode absolument de cela. Du côté de la pharmacie, rien ne change aussi. Je pense qu'il y a pas mal d'interlocuteurs qui étaient là avant et qu'on retrouve un peu au même poste, par exemple à l'assurance maladie. Oui, ils sont un peu les mêmes. J'entendais dire qu'il y avait plus d'appétence pour l'entreprise. Nous, on dit qu'ils sont plus business friendly. C'est la façon anglo-saxonne de le dire. Mais c'est vrai qu'on a affaire à des gens en face qui comprennent un peu mieux le business et sur lequel déjà, on peut avoir un certain nombre d'interactions. Sous le quinquennat précédent, il y a un certain nombre de ministères ou de corps sur lesquels on était persona non grata. L'industrie pharmaceutique ne rentrait pas, donc on n'avait pas. Quand on disait tout à l'heure que l'importance du lobbying était de donner un avis pour pouvoir influencer, bien évidemment, mais il faut avoir un avis relativement éclairé. Et on doit pouvoir le faire et on le fait mieux avec le gouvernement Macron qu'on ne le faisait avec le gouvernement précédent. Maintenant, ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a le côté lobbying auprès des députés, des sénateurs sur lesquels on a affaire à une certaine inculture de notre domaine, même si c'est des gens qui sont censés être spécialisés dans notre domaine. Si on voit les gens qui sont en charge des affaires sociales, ils sont 4 ou 5 personnes ou un petit peu plus au niveau du Parlement. Quand on rentre dans les détails techniques qui nous intéressent, les gens n'y connaissent rien. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, il faut faire beaucoup de pédagogie, d'où l'intérêt aussi d'utiliser un certain nombre de cabinets extérieurs qui nous donnent accès aux gens et qui nous donnent l'occasion de faire de la pédagogie sur un certain nombre de domaines. Et après, quand on va au niveau des ministères, effectivement, dans les équipes ministérielles et dans les cabinets, on retrouve un certain nombre de personnes qui sont très communes au domaine de la santé, ça c'est évident, et avec lesquels on a des interactions qui peuvent être intéressantes. Maintenant, après, il y a le niveau de l'administration. Les hauts fonctionnaires peuvent être des freins à la mise en place de politiques qui sont décidées au-dessus, parce qu'au final, c'est quand même eux qui tiennent les rênes et qui tiennent les administrations. Martial, je pense que la question de la culture et de l'information est déterminante. C'est clair que, si tu disais, la Ve République, ce n'est pas la République qui se manifeste par un rôle du Parlement. On le sent, quand on veuille parler concurrence à des parlementaires, c'est un peu mieux maintenant, mais enfin c'est compliqué. Je pense que dans l'énergie, le diagnostic est le même, c'est que ce n'est pas forcément dans la représentation nationale que l'on trouve un condensé, un précipité d'expérience et de connaissances de ce qui s'y passe.
Oui, c'est un peu compliqué la représentation nationale. On va dire qu'il y a un progrès, c'est que la représentation nationale précédente ne savait pas ce que c'était qu'un chiffre d'affaires et probablement pas une entreprise. Donc là, pour le coup, on a des parlementaires un peu plus variés et quand on leur parle d'économie, ils voient à peu près de quoi on parle. Par contre, dès qu'on rentre dans des sujets très techniques, et le problème, c'est qu'on a une remontée de la norme. Là où l'État intervenait beaucoup de manière réglementaire, on a beaucoup de sujets qui sont remontés au niveau de la loi, et avec des lois extrêmement techniques. Alors quand vous parlez de mécanismes de capacité, d'effacement, de tous les enjeux liés aux données des compteurs intelligents, ça fait pas mal de presse en ce moment, je vous assure que les parlementaires, techniquement, même s'ils sont conseillers, ils sont tous largués. J'en connais pas qui sont très pointus, à part un ou deux, sur ces sujets-là. Et c'est vrai que du coup, le lobbying se fait, et là, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure en termes d'anticipation. Les 90% des textes de loi sont préparés au sein de l'administration, du gouvernement. Donc le lobbying doit se faire à ce moment-là. Et pour le coup, c'est vrai que dans les cabinets, il y a des experts, notamment dans l'énergie, qui sont très très pointus, qui savent exactement de quoi ils parlent, mais qui ont déjà prédessiné le design d'un modèle contre lequel il va falloir vous battre, et probablement face à des acteurs qui sont plus puissants que vous et qui ont un entrisme un peu plus important que le vôtre. Mais au moins la discussion est intelligente. Dès que vous montez un peu au niveau du cabinet, vous allez voir le directeur de cabinet ou le ministre, là je trouve qu'on revient un petit peu à des affres passées, c'est-à-dire que techniquement, c'est toujours des discussions super intéressantes parce que tout le monde a l'impression de sortir très intelligent du rendez-vous. Je ne suis pas persuadé qu'on ait eu la même compréhension de l'issue du rendez-vous, mais c'est un jugement très personnel. Voilà. Est-ce que, avant que l'on clôture cette session, il y a quelques questions que vous voudriez poser ou réflexions que vous voudriez faire sur le sujet ? Merci. En fait, vous avez parlé de la complémentarité entre les deux fonctions. Moi, je pense qu'on peut aller plus loin. Moi, j'étais directeur juridique et dans ma société, on a des problèmes économiques, enfin des enjeux économiques sur notre secteur. Et donc, je me suis approprié les affaires publiques. Et voilà, c'est vraiment, on parlait d'opportunités. Et je pense que les directeurs juridiques, aujourd'hui, ont vraiment de très bons atouts pour faire de bonnes personnalités, de bons directeurs affaires publiques. On fait partie des départements, on travaille avec tout le monde. Donc, on comprend très bien tous les enjeux, et là il faut collecter dans tous les départements les enjeux de chacun, que ce soit au commercial, au marketing, à la finance, etc. La technicité, vous disiez aujourd'hui, en effet, moi j'ai pas mal de contacts avec les parlementaires. Les nouveaux députés sont des gens qui viennent de la vie civile. C'est beaucoup plus facile de communiquer. Alors voilà, moi qui suis en entreprise, c'est beaucoup plus facile pour nous. Et les juristes sont des techniciens, on sait qu'on doit parler simplement. Et quand on a justement des gens qui sont de la politique, qui connaissent rien à notre univers, quand on doit parler technique, je trouve qu'on est plutôt pas mauvais parce que notre quotidien, il est fait de ça, de parler de façon en effet claire. Alors après, on a aussi une capacité à la synthèse. Donc je pense que tout ça sont des bons éléments qui font qu'aujourd'hui on peut faire de bons directeurs des affaires publiques, surtout quand on est face à des situations budgétaires. Moi j'ai une boîte, elle ne peut pas se payer un directeur des affaires publiques. Elle est donc ravie que son directeur juridique fasse des affaires publiques et son directeur juridique est ravi de sortir de sa sphère purement technique. Et je pense beaucoup d'entre nous ont envie d'aller dans des marges beaucoup plus stratégiques. Et ça, c'est une super opportunité. Donc voilà, je voulais juste faire ces commentaires. Je vous remercie parce qu'il fera quasiment une conclusion. Il reste 2 minutes pour la conclusion. Très clairement, on est dans le droit économique. Le droit économique n'est pas une matière figée. Donc c'est pour cela que le lobbying, il joue un rôle si déterminant. La norme, elle est ce qu'on va essayer d'en faire dans un débat d'interaction qui commence du Parlement et qui termine, qui passe par le Conseil constitutionnel, qui repasse par des cours judiciaires. Et quand on parlait d'intégration, oui, il y a une intégration d'entreprise, mais il y a effectivement une nécessité de complémentarité qui va d'ailleurs au-delà des gens qui sont représentés autour de cette table. On a parlé d'économistes. On ne fait pas de droit aujourd'hui sans avoir d'excellents économistes en économie industrielle. On va parler d'agence de com, mais c'est important évidemment en termes de com de pouvoir maîtriser ce qu'il y a. Mais l'élément technique, économique et ce rôle d'intégration, c'est vrai que tout juriste, il le fait nécessairement. Il travaille avec toutes les directions d'entreprise et il est donc pivotal dans cette organisation s'il sait écouter les différentes expériences. Et c'était un peu l'objet de cette table ronde que d'essayer d'en débattre avec vous.
Merci à tous et merci à nos intervenants.